première fois, nous expliquer ce qui s'est réellement passé à Kidal. Oui, et sur ce plateau, je l'ai dit, je vais le dire simplement. Premier élément, il s'agit d'une décision souveraine de l'État malien, prise en Conseil des ministres. Et Conseil des ministres ne veut pas dire le seul Premier ministre, évidemment. Deuxième, ce n'est pas une décision unique, individuelle, personnelle, entêtée, comme on a entendu. C'est une décision du gouvernement souverain et légitime du pays. D'ailleurs, le déplacement, j'y étais avec 7 ministres et un chef de cabinet, plus moi-même. Donc ça, c'est un tiers du gouvernement. Deuxième élément, nous n'avons provoqué personne. Parce que ce que je dis, en ce moment-là, on avait signé les accords de Ouagadougou. Les groupes armés avaient signé les accords de Ouagadougou. Donc ils avaient reconnu l'intégrité du territoire. Il y avait eu des élections présidentielles et législatives auxquelles les groupes armés avaient d'ailleurs pris part, puisque certains d'entre eux étaient députés à l'Assemblée nationale. Avec Bibi notamment. Donc Kidal faisait partie du Mali et le premier ministre de Kidal était donc légitime de se rendre sur une partie du territoire avec une partie du gouvernement. Troisième élément, nous avons tout fait pour éviter les confrontations. Ceux qui étaient dans la délégation pourront dire que nous avons contourné la ville. Nous ne sommes jamais entrés dans la ville de Kidal pour éviter justement les confrontations. Les attaques sont venues des groupes armés sur notre délégation et non le contraire. Quatrième élément, quand nous sommes rentrés à Bamako, le président de la République d'alors, Ibeka, feu Ibeka, paix à son âme, a fait un discours à la nation pour dire que c'est lui qui a envoyé le Premier ministre. Le Premier ministre n'a posé aucun acte qui jure, ni avec les règles, ni avec la loyauté, ni avec quoi que ce soit. Il a endossé totalement. Quand vous regardez tout ça, je pense que ce sont des utilisations politiques, politiciennes. Maintenant, chaque fois qu'on le sort aussi, ça veut dire quelque part qu'il n'y a pas autre chose à dire concernant le parcours de la personne que cela, ce qui met plutôt en honneur. On le sort en déformant les faits. Ce parcours, absolument, absolument. En déformant les faits surtout. Absolument. Pour évoluer, le Premier ministre par intérim, Ablaye Maïga, a pris la parole ce samedi 24 septembre à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Beaucoup de Maliens se sont retrouvés dans son discours, à l'exception de vous, Moussa Mara, et un homme politique qui a aussi fait une déclaration. Et les journalistes se posent la question suivante: à quoi obéit cette position de Moussa Mara, si ce n'est pour conforter la position des adversaires actuels du Mali? Avant de répondre à cette question, je voudrais que vous me permettiez de me donner 1 ou 2 minutes pour poser un certain nombre de préalables. Le premier des préalables est que, je l'ai dit, je le dis et je le redirai, toute personne qui aime le Mali ne peut pas être contre la transition actuelle. J'en suis intimement convaincu. La transition actuelle, pour moi, a plutôt fait de certains acteurs des opposants. Mais moi personnellement et beaucoup d'acteurs, nous avons toujours dit, nous soutenons la transition. Mais soutenir la transition ne veut pas dire applaudir à tout ce que la transition fait. Faire le béni-oui-oui. Je pense que cela n'est pas bon pour la transition elle-même. C'est attirer son attention à chaque fois que nous voyons un danger. Attirer son attention à chaque fois qu'elle pose un acte qui nous semble préjudiciable pour notre pays à moyen ou long terme. Cela ne fait pas de quelqu'un un opposant. Oui. Ça, c'est un premier élément. Donc, on soutient la transition, on veut qu'elle réussisse et on fera tout pour qu'elle réussisse. Même ce communiqué est une contribution à la réussite de la transition. Ça, c'est le premier élément. Vous confortez la position des adversaires. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, toujours pour poser un contexte. Oui. Moi, je n'ai aucune autre nationalité que celle du Mali. Et je vais même poursuivre plus loin. Aucune de mes épouses, aucun de mes enfants n'a aucune autre nationalité que celle du Mali. Et je n'ai jamais voulu chercher une autre nationalité pour ma famille que celle du Mali. Qu'est-ce que cela aurait pu changer? On va arriver. Oui. Deuxième élément, je n'ai aucun bien en dehors du Mali. Et encore moins en France, pour parler précisément. Troisième élément, je n'ai aucun compte bancaire à l'extérieur du Mali et encore en France. Quatrième élément, je n'ai aucun dossier qui va faire qu'un pays étranger comme la France ou ailleurs peut me tenir. Personne ne me tient
aucun pays ne me tient et la France ne me tient pas. Ça, c'est très très important à rappeler. Si aucun pays ne me tient, pourquoi je défendrais la position de ces pays? Les gens diraient oui, ils comptent sur ces pays pour être président. Là aussi, je pense avoir démontré que la présidence du Mali n'est pas une obsession pour moi. 2018, je pouvais légitimement me présenter. J'ai abandonné et j'ai soutenu un candidat qui n'était pas en aussi bonne position que moi. Tout le monde peut l'attester. Je ne compte sur aucun pays pour être président. Moi, je ne regarde jamais les élections, je regarde le pays. Je voudrais d'abord poser ces préalables. Après cela, le Premier ministre, il a fait la déclaration, le Premier ministre par intérim, il a fait la déclaration qu'il a semblé nécessaire de faire. J'ai fait un communiqué pour dire 2 ou 3 choses. Première chose, il y a des éléments du communiqué qui me semblent positifs et favorables. Et là, les gens l'oublient, mais c'est une réalité. Deuxième chose, il y a des éléments du communiqué qui me semblent préjudiciables pour les intérêts de notre pays. Ça, c'est tous les éléments qui visent à soulever les tensions entre nous et nos voisins. Et tous les éléments qui visent à soulever ou à maintenir les tensions entre nous et la communauté internationale. Et je l'ai expliqué, un pays aussi fragile que le nôtre ne peut pas se permettre de maintenir des tensions avec ses voisins et la communauté internationale. Troisième élément aussi que j'ai dit dans le communiqué, il y a des éléments qu'il aurait fallu dire, parce que l'occasion était rêvée pour le dire, on ne l'a pas fait. La question des changements climatiques qui explique en grande partie la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les problèmes entre les sédentaires et les nomades, c'est une conséquence directe des changements climatiques. Le Mali aurait pu en parler, dire les mesures qu'il compte prendre et en quoi la communauté internationale devrait l'accompagner. Il y a la question du siège permanent pour l'Afrique. Tous les pays africains dans leur discours ont parlé de ça. Le Mali, qui est le chantre de l'Union africaine, qui est le chantre du renforcement du continent, devrait aussi saisir la tribune pour dire nous voulons que l'Afrique ait un siège permanent au Conseil de sécurité. Ce sont des occasions qui ont manqué. Donc voilà le sens du communiqué et voilà son explication. D'accord. Abdraman. Oui, effectivement, vous avez décrit dans votre communiqué l'intervention en 2 phases, comme vous l'avez dit, hein, la phase de l'essentiel et du superflu. Pensez-vous en réalité que ce que vous pensez être, c'est-à-dire la réaction, l'évocation, si vous voulez, du problème des 46 militaires ivoiriens retenus ici, les problèmes avec la France par rapport à ces accusations d'apport et d'aide de complicité avec les djihadistes, c'était vraiment superflu, que c'était pas, et que la tribune ne se prêtait pas à sur la question des soldats ivoiriens, moi j'ai même publié une vidéo. Juste une semaine après que l'événement soit survenu, une vidéo. C'est la dernière vidéo que j'ai publiée pour dire la chose suivante. Tout le monde est conscient, et les Ivoiriens l'ont reconnu d'ailleurs dans un de leurs communiqués, qu'il y a eu des manquements du côté de la Côte d'Ivoire. Tout le monde est conscient. Il y a eu des manquements. Il y a eu des insuffisances. Mais de l'autre côté, je pense que le bon sens élémentaire permettrait simplement de dire que si ces soldats étaient des mercenaires, ils ne se seraient pas présentés à l'aéroport de Bamako comme ils l'ont fait. Je pense que ça, c'est le bon sens élémentaire. Dès lors que, en ce moment, on est conscient que ce pays qui est un pays frère, d'ailleurs le Mali le dit régulièrement, c'est dans le cadre bilatéral qu'on doit régler le problème, ce pays est un pays frère, ce pays est un pays important pour nous. Aujourd'hui encore, la Côte d'Ivoire fournit de l'électricité au Mali, les Maliens sont très nombreux en Côte d'Ivoire. L'histoire nous a mariés et je pense qu'il n'y a pas de divorce envisageable. Nous devrons régler la question sur le plan bilatéral et diplomatique. La Côte d'Ivoire reconnaît des manquements, des insuffisances. Elle s'engage à respecter nos textes. Elle l'a dit dans un communiqué à l'occasion de la libération des 3 militaires. Et nous, en ce moment, on libère les soldats en question. Moi, je trouve qu'il y a eu une succession d'occasions manquées. Mais là, il y a encore de l'espoir. Puisque aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui arrivent dans notre pays. Espérons simplement qu'on règle cette question politiquement
diplomatiquement, permettant à ces deux pays d'avancer. Je termine d'abord, puisque vous n'avez pas répondu à la question. Pensez-vous que cette question sur la tribune de l'ONU, voilà, était vraiment superflue, était pas... La question, en fait, la question aurait pu être abordée, puisque le président ivoirien lui-même l'a abordée. C'est-à-dire, nous-mêmes, on aurait pu aborder la question dans notre discours. Ça, il n'y a pas de problème dessus. Mais l'angle par lequel nous l'avons abordé, c'est un angle qui augmente la tension. C'est un angle qui présente le dossier comme une confrontation. On va jusqu'à menacer le secrétaire général des Nations Unies par rapport à son affirmation sur cette question, en disant que nous nous réservons des moyens de droit pour réagir face à ce que le secrétaire général des Nations Unies lui-même a avancé. Pour moi, on aurait pu faire autrement. D'accord, mais vous dites que mercenaires, bon sens et autres. Vous ne pensez pas que le Premier ministre qui a parlé de mercenaires sur la tribune n'était pas dans le bon sens quand il parle encore de mercenaires, pendant que vous dites que le bon sens aurait voulu qu'on ne les reconnaisse plus de mercenaires à partir du moment où ils sont venus de façon visible, transparente avec l'ensemble de... Vous pensez qu'il n'était pas dans le bon sens? Je dis, le Premier ministre aurait pu aborder cette question différemment. Il a abordé volontairement, mais bien sûr, volontairement pour élever la tension, accroître la tension, maintenir la tension. Un pays comme le Mali ne doit pas être un facteur de tension. D'accord. Parce que nous sommes, à différents titres, et j'espère que nous allons avoir l'occasion d'en parler, nous sommes fragiles. C'est la résolution de ces fragilités qui doit être notre priorité. D'accord, Chana. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, il y a une délégation de haut niveau de la CEDEAO qui est présentement dans notre pays concernant l'affaire... qui vient de quitter... à 16 heures, je pense qu'ils sont à l'aéroport s'ils ne sont déjà pas partis. Est-ce que vous voyez? L'affaire ayant été jusque devant la justice, aujourd'hui, libérer les 46 militaires ivoiriens malgré la judiciarisation, est-ce que ça ne serait pas une déculottée pour notre justice? Parce qu'on parle de séparation de la justice. Est-ce que ça ne serait pas une déculottée pour la justice? Si oui, c'est le cas, comment pourrait-on rapidement aller au jugement afin de trouver la solution appropriée, c'est-à-dire la grâce présidentielle quand même. Je pense que nos autorités sont allées très loin, c'est déjà fait, mais aujourd'hui les libérer sans jugement, est-ce que ça ne serait pas une déculottée pour notre justice? Absolument, absolument. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous regardez, même sur le cas des 3 soldats, il y a eu un acte de la justice. Ouais. Ça veut dire que maintenant que le dossier a été judiciarisé, il ne peut pas y avoir de libération sans que la justice n'accepte de les libérer. Un verdict. Il peut y avoir non-lieu, c'est-à-dire avant qu'il y ait un procès. Il peut y avoir un classement sans suite. Il peut y avoir un certain nombre de choses. Mais ce qui n'empêcherait pas aussi la déculottée, hein, puisque ça se sent quand même. Oui, bien sûr. Mais faisons en sorte, faisons en sorte d'abord qu'il y ait une discussion politique. Au temps du BK, on a sorti des gens 7 heures en prison, les juger à 8 heures et les remettre à 9 heures. Voilà. Ayons des IBK par rapport à des terroristes présumés, il y en a eu. Discutons. Pour la libération d'otages français. Ayons un accord de politique, diplomatique, et ensuite